Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre participation à ce webinaire de la campagne de la relance verte. Donc vous êtes actuellement, vous allez visionner ce webinaire sur territoire et économie verte. Donc il va se dérouler en trois parties, avec une première partie sur la notion de plan climat, ensuite une présentation de ce que sont les agences locales de l'énergie et du climat, et enfin, une présentation d'actions concrètes voilà, que l'on peut trouver dans le cadre de ces plans climat et dans le cadre des actions territoriales. Donc, ce webinaire va être animé par FLAM, donc, qui est la Fédération des agences locales de l'énergie et du climat. Je suis moi-même, donc Franck Sentier, le coordinateur national de cette fédération. Donc la fédération, c'est donc la fédération FLAM, la fédération des agences locales de l'énergie et du climat, voilà, qui a pour mission d'animer les échanges au sein de la fédération, de porter la voix des ALEC et d'aider des territoires qui ne seraient pas encore, qui n'auraient pas d'ALEC, à en créer. Voilà, donc sans perdre de temps, nous allons vous présenter les différents intervenants qui vont intervenir ce matin. Et pour commencer, Pierre Véry. Pierre, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les trois, ravi de participer à ce webinaire. Donc Pierre Véry, moi je suis le président de la Fédération FLAM, qui regroupe les agences locales de l'énergie et du climat en France. Je suis par ailleurs un élu local de la métropole Grenoble-Alpes Métropole, puisque je suis le maire de Gières, qui est une commune voisine donc de Grenoble. Donc nous allons parler ce matin de plan climat et énergie territorial. Il y a une petite présentation que Franck va pouvoir nous afficher d'ici quelques secondes. Oui, on va d'abord laisser les autres intervenants se présenter, donc rapidement. Donc Frédéric. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Delomo, je suis directeur Habitat et Rénovation à l'Agence parisienne du climat, donc l'APC. On est l'agence locale de l'énergie du territoire parisien. Voilà. Je parlerai de copro de rénovation. Merci Frédéric. Et donc, pour terminer, donc Virginie, si vous voulez vous présenter. Oui, merci. Bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire. Donc, Virginie Hugues, je travaille au comité 21 en tant que chargée de mission RSE et climat. Nous, on est vraiment focalisé sur l'adaptation au changement climatique, donc toutes les pratiques qu'on met en œuvre pour mieux vivre avec les changements climatiques. Donc, je détaillerai ça notamment au niveau des entreprises. Merci. Et donc, sans plus tarder, pour voilà, garder du temps pour les questions, donc n'hésitez pas, vous pouvez poser donc vos questions, faire des remarques par écrit dans le chat. Et donc, en fin d'intervention, donc on répondra à vos questions. Et les remarques que vous pouvez mettre dans le chat seront compilées voilà, dans un document de synthèse que l'on préparera à l'issue de cette journée. Voilà, je vous remercie donc de votre participation. Et nous allons donc tout de suite démarrer avec donc, la présentation de Pierre Véry sur ce qu'est un plan climat. Donc Pierre, je te laisse la parole. Merci Franck. En quelques diapositives, tout le monde a entendu parler des plans climat depuis 2004, date de leur mise en œuvre à l'échelle nationale. Donc c'est important de rappeler qu'un plan climat air énergie territoriale, puisque depuis 2017, nous parlons d'énergie et de qualité de l'air dans les plans climat. C'est un plan d'action qui est donc mis en œuvre par une collectivité territoriale et donc qui a pour objectif principal, il y en a d'autres, mais les deux objectifs principaux, ce sont donc bien de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter bien sûr au changement climatique. Alors l'élaboration d'un plan climat et énergie territoriale, je parlerai de PCAET dans la suite de mes propos. C'est une obligation pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, et ce depuis 2017, au titre de la loi dite Transition énergétique pour la croissance verte, la LTECV, de 2015. Donc, diapositive suivante. Voilà. Donc, son contenu du PCAET est défini par la loi. Il peut être bien évidemment de nature différente en fonction de l'engagement des collectivités territoriales concernées ou de leurs compétences, bien évidemment, mais il dispose à minima donc d'un diagnostic
qui en règle générale est confiée soit au service des métropoles ou des régions lorsqu'elles ont des services conséquents, soit à des bureaux d'études ou des agences locales de l'énergie et du climat pour ce faire, d'une stratégie territoriale. Donc ça, c'est une définition politique des objectifs que se fixe la collectivité, d'un plan d'action. Ce plan d'action, en règle générale, notamment quand les collectivités disposent d'agences locales de l'énergie et du climat, eh bien, il est souvent coordonné et mis en œuvre avec l'aide et l'appui des ALEC. Et enfin, un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures initiées donc, par la collectivité. Et là également, les ALEC ont tout leur rôle en ce qui concerne le suivi. Souvent, on parle d'observatoire des PCAET. Alors donc, je disais, son contenu est fixé par la loi et il doit présenter notamment des objectifs quantifiés dans le temps et qui atteignent à minima les engagements de la France, et notamment donc une réduction des émissions de GES, de gaz à effet de serre, de 14% entre 2005 et 2020. Ça, ce sont des grands objectifs fixés nationalement. On peut aller bien évidemment plus vite, plus loin, ça va dépendre des territoires. Et puis, bien évidemment, un autre objectif important, national, voire mondial, une division par 4 des émissions donc, de gaz à effet de serre d'ici à 2050, donc objectif de division par 4 par rapport à 1990, qui était l'année nominale. Alors, la réalisation d'un PCAET territorial permet notamment d'anticiper donc l'impact du changement climatique en matière de qualité de vie et de risques pour la population. On va notamment parler de qualité de l'air, du confort thermique entre l'été et l'hiver, et on évoquera bien évidemment la résilience des territoires face au changement climatique. Il permet également d'anticiper l'impact de l'énergie chère sur le tissu économique de la collectivité, en anticipant notamment la vulnérabilité du territoire et en préparant des réponses opérationnelles. Donc les territoires vont par exemple lancer des grands programmes d'économie d'énergie ou de rénovation énergétique de bâtiments. On peut accompagner bien évidemment les ménages les plus en difficulté. On va développer les énergies renouvelables, par exemple des réseaux de chaleur, par exemple du solaire, de la biomasse. Et enfin, il permet d'anticiper les risques sociaux pour la population en maîtrisant les possibles situations de précarité énergétique et de pollution de l'air. Donc on accompagne, c'est le cas dans la métropole grenobloise, mais dans beaucoup de territoires, de départements et de régions, l'accompagnement des ménages face à cette précarité énergétique, avec par exemple les chèques énergie. Le rôle des collectivités là est fondamental. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, je vous donne un exemple dans les quelques diapos suivantes de ce qui est mis en œuvre, notamment au sein de Grenoble-Alpes Métropole, qui est une collectivité engagée depuis l'origine, puisque ça a été la première communauté d'agglo et ensuite métropole, a d'abord initié un plan climat, et c'était en 2005. Et ce plan climat est devenu plan climat et énergie territoriale dès 2014. Donc une vraie volonté politique de mettre en œuvre ces politiques publiques. Et en ce qui concerne l'élaboration du PCAET, eh bien, en ce qui concerne la métropole grenobloise, il intervient dans un contexte de définition de plusieurs stratégies pour la métropole. Nous avons mis en place un schéma directeur de l'énergie, notamment avec la volonté de développer la biomasse, la méthanisation. Nous avons bien évidemment mis en place un plan de déplacement urbain. La question des mobilités est fondamentale en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons également un programme local de l'habitat qui fixe les grands objectifs d'habitat pour la métropole, un plan local d'urbanisme intercommunal, le fameux PLUI, qui définit en fait la stratégie de construction de l'agglomération, un schéma directeur déchets, et enfin un projet d'alimentation territoriale, parce que sur les émissions indirectes, notamment de gaz à effet de serre, eh bien l'alimentation a aussi un rôle à jouer. On va passer à la diapo suivante, avec quelques exemples chiffrés. Donc, les principaux objectifs du PCAET de Grenoble-Alpes Métropole, qui s'inscrit sur 2005-2030, c'est donc moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va bien sûr agir sur les bâtiments,
sur le transport, l'industrie, ça ce sont toutes les émissions directes, et puis il faut aussi regarder ce qui se passe autour de l'achat de biens de consommation et l'alimentation qui, elles, contribuent à travers les émissions indirectes. Notre objectif, c'est moins 40% de consommation d'énergie. Donc là, on a des grands programmes de mise en œuvre et l'un de mes collègues, Frédéric Delomeau, parlera de Coach Pro, donc c'est tout ce qui concerne les rénovations énergétiques des bâtiments sur lesquels les collectivités et les ALEC ont un rôle essentiel à jouer. Et enfin, 30% d'énergie renouvelable et de récupération dans la consommation d'énergie, bah, c'est le développement de la filière solaire, de la filière bois, de la méthanisation des déchets et des eaux grises, c'est le cas notamment sur Grenoble. Et puis nous avons fixé de nouveaux objectifs concernant la qualité de l'air. Vous le savez, c'est quelque chose de prégnant sur l'agglomération grenobloise de par son effet cuvette, mais c'est vrai pour l'ensemble du territoire. Donc nous sommes fixés des objectifs ambitieux, moins 70% d'oxyde d'azote, de NOx, moins 60% de particules et moins 52% d'émissions de composés organiques volatiles. Là, ce sont vraiment des objectifs ambitieux. Atteindre en moyenne sur le territoire le seuil OMS pour les particules fines de 2,5 nanomètres, soit une réduction de moitié du nombre de décès imputables à la qualité de l'air. Notamment, nous avons sur l'agglomération grenobloise une prime air-bois qui permet d'inciter les particuliers à changer leur foyer ouvert pour des foyers fermés. Et enfin, nous sommes sur la trajectoire 2050 de l'atteinte de la neutralité carbone. Donc là, on a raté la dernière, mais elle arrive. Donc, les leviers donc, pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, j'en ai parlé. Murmure, je n'y reviens pas, donc c'est la campagne d'isolation des bâtiments, des logements en copropriété, l'accompagnement bien évidemment des ménages en situation de précarité énergétique, et puis sur l'aspect de construction des logements moins énergivores et moins exposés aux nuisances, bah donc c'est des performances énergétiques minimum fixées réglementairement dans le PLUI de moins 20 et moins 30% par rapport à la réglementation thermique 2012. Ce sont des opérations d'aménagement exemplaires, avec notamment des orientations d'aménagement programmées, qui sont des outils dans le PLUI pour limiter l'exposition des habitants. Voilà, je pense que je n'ai pas été trop long pour laisser la parole à mes collègues. Je vous remercie. Merci Pierre, merci beaucoup. Et donc, oui, nous enchaînons les présentations très rapidement pour pouvoir vous laisser du temps à la fin, du temps de réponse aux questions. Donc, la prochaine présentation, donc c'est moi qui l'a fait. Donc, je vais vous présenter ce qu'est une agence locale de l'énergie et du climat dans le paysage donc, de la transition énergétique dans les territoires. Donc les agences locales de l'énergie et du climat ont été reconnues dans la loi, par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui reconnaît que les collectivités locales peuvent créer des agences locales de l'énergie et du climat pour les accompagner dans un objectif d'intérêt général dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Donc aujourd'hui, en France, donc il y a une quarantaine d'ALEC qui sont répartis un peu sur tout le territoire. Et donc, il faut savoir que les ALEC, donc à l'origine, c'est une initiative européenne avec création d'ALEC partout en Europe et avec un soutien fort effectivement de l'ADEME pour le démarrage et l'opération de ces agences. Donc les ALEC, qui sont des accélérateurs de transition énergétique, interviennent sur vraiment tous les aspects de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, donc sur le volet sobriété, sur le volet efficacité énergétique, production locale d'énergie, sur le volet adaptation également, et puis donc sur le volet d'amélioration de la qualité de l'air, puisque c'est un enjeu qui est également lié à ces problématiques énergie-climat. Donc les ALEC, en fait, ce sont des centres d'expertise qui sont créés donc à l'initiative des collectivités locales et qui permettent de répondre aux besoins en ingénierie des territoires, donc sur tous les sujets des politiques énergie-climat. Donc voilà, par exemple, les ALEC peuvent intervenir sur le volet aménagement urbanisme en intervenant sur
sur la mise en place d'actions en faveur du climat dans les PLUI, par exemple. Sur le volet habitat, bien sûr, avec donc la mise en place de services de conseil aux habitants sur la rénovation énergétique de l'habitat, sur de la sensibilisation aux éco-gestes, sur la lutte contre la précarité énergétique. Les ALEC interviennent également sur le volet patrimoine public en accompagnant les collectivités, en particulier les plus petites, sur la vision globale de leur patrimoine et sur comment réduire la consommation énergétique de celui-ci en mettant en œuvre des plans d'action pluriannuels. Les ALEC peuvent intervenir sur le volet mobilité, donc en faisant de la sensibilisation en particulier sur la mobilité douce, par exemple. Économie circulaire, avec le volet volet déchets, par exemple, sur les actions de sensibilisation aussi à la réduction des déchets, par exemple. La production d'énergie locale, avec la promotion des projets, de la mise en place de projets de production d'énergie localement, que ce soit des projets portés par des collectivités, des projets qui peuvent aussi être portés par des citoyens, hein, et puis des porteurs de projets, donc aider les porteurs de projets à mettre en place ces projets sur le territoire. Donc les ALEC, en fait, ont pour public cible à peu près tous les acteurs et usagers d'un territoire, que ce soit donc les collectivités territoriales, hein, bien sûr, puisque ce sont elles qui sont à l'initiative de la création de ces outils, les particuliers, beaucoup d'actions vers les particuliers, et puis ensuite, voilà, ça peut être les copropriétés, ça peut être les entreprises, les établissements d'enseignement, et puis bien sûr tous les professionnels qui interviennent sur un territoire et qui interviennent sur des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, et en particulier tous les professionnels du bâtiment et de l'immobilier pour ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, pour un peu résumer, donc en fait, les ALEC sont des outils multipartenariaux, c'est-à-dire que une ALEC, c'est une association en général qui est présidée par un élu d'une collectivité, donc un élu mandaté par sa collectivité, c'est important, mais qui réunit aussi autour de la table l'ensemble des acteurs qui agissent sur les questions énergie-climat. Le périmètre d'une ALEC, c'est infrarégional, donc ça peut aller d'une métropole à un département globalement, donc voilà, donc c'est ce type d'échelle-là que l'on rencontre. Donc c'est vraiment un outil de proximité au service des politiques publiques. Et l'ALEC représente donc un tiers de confiance pour tous ces acteurs et usagers d'un territoire sur ces aspects transition énergétique et lutte contre le changement climatique. Pour terminer, quelques chiffres clés. Donc aujourd'hui, 40 ALEC en France avec des projets de création en cours. Ça représente à peu près 450 salariés. La population couverte par ces ALEC, c'est à peu près 7000 communes et 22 millions d'habitants, donc à peu près un tiers de la population française. Et les ALEC portent un certain nombre de dispositifs nationaux, que ce soit donc par exemple les espaces info-énergie ou espaces conseil-faire de conseil aux particuliers, que ce soit les plateformes territoriales de rénovation énergétique qui font de l'accompagnement aux projets de rénovation énergétique des logements, ou le conseil en énergie partagée qui est un dispositif d'accompagnement des petites communes sur leur patrimoine public pour les aider à réduire leur consommation. Donc, par exemple, quelques chiffres sur 2018. Donc, on a eu 85 000 personnes qui ont été sensibilisées via soit des rendez-vous physiques, soit des conseils par téléphone. On a donc les ALEC organisent des défis, des défis de changement de comportement. Donc, on a 1300 familles qui ont été coachées dans ce genre de défis en 2018. Voilà, 60 000 conseils personnalisés. Et des projets l'accompagnement de projets, donc de rénovation, que ce soit des maisons, 7100 projets accompagnés, ou des projets de rénovation en copropriété avec 4200 projets de rénovation. Voilà, j'en ai terminé pour vous présenter cet outil ALEC. Et donc, voilà, pour la suite, donc, nous allons avoir des présentations d'actions concrètes menées voilà, sur les territoires. Et pour commencer, donc je vais céder la main et la parole surtout donc à Frédéric Delomeau de l'APC qui va nous présenter donc
le dispositif Coach CoPro. Donc voilà, la parole est à toi, Frédéric. Et c'est parti. Bonjour à tous, enfin rebonjour. Pour répondre à la question de Clémence Bachelier, donc les ALEC ont des missions qui se rapprochent des espaces info-énergie. Donc en effet, c'est ce qu'expliquait Franck. Une partie de notre sujet, c'est le conseil et l'accompagnement des copropriétaires. Et donc à ce titre, nous sommes ce qu'on appelle les espaces verts, ex-espaces info-énergie pour bon nombre d'entre nous. Là, ce matin, on m'a demandé de vous parler de Coach CoPro. Donc Coach CoPro, on va parler ici de rénovation énergétique, spécifiquement sur le public des copropriétés. Et puis en essayant d'avoir un angle économie verte, puisque c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc l'APC a mis en place ce dispositif Coach CoPro il y a maintenant quelques années, dans un objectif qui est de généraliser la rénovation énergétique des copropriétés. Donc Pierre Véry l'a dit au début de l'intervention, aujourd'hui les plans climat, enfin on sait qu'il faut agir pour la transition énergétique et climatique, et un des grands sujets, c'est la rénovation des immeubles. Et parmi ces immeubles, on retrouve les copropriétés qui représentent à peu près un tiers des logements privés en France, et beaucoup plus dès qu'on est évidemment dans les grandes villes. Sur le territoire de la métropole du Grand Paris, c'est plus de 90% du parc privé qui est en copropriété. Donc ça veut dire que faire la rénovation, faire la transition énergétique, faire la rénovation énergétique sur les territoires urbains, c'est bien agir sur ce parc de la copropriété. Et donc notre logique d'intervention avec Coach CoPro, c'est d'être systémique et puis aussi être dans une logique de développement économique. Basiquement, on peut dire que la rénovation énergétique, c'est un marché pour le moment de niche, qui doit devenir un marché majeur. Et donc pour agir et développer un marché, il faut travailler sur basiquement une offre et une demande. Donc l'offre, vous pouvez assez vite l'imaginer, donc c'est l'offre de tous les professionnels et entreprises du bâtiment que vous connaissez sur vos territoires, donc depuis l'architecte jusqu'au façadier ou au chauffagiste, mais aussi des métiers connexes tels que l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou encore les banques, les assurances. Donc un écosystème d'entreprises qui ont des offres à proposer pour permettre la rénovation énergétique. Et il faut aussi une demande. Donc la demande, dans notre cas, ce qui va nous intéresser ici, c'est la demande des copropriétaires, donc tous ces propriétaires d'appartements qui peuvent aussi agir à l'échelle de leur immeuble. Et puis, on a aussi les représentants des copropriétaires, et là, on va parler de tout ce qui est professionnel de l'immobilier, donc agence immobilière et tout particulièrement syndic et gestionnaire de biens. Donc voilà, donc une logique d'intervention, développement de marché en agissant sur l'offre et sur la demande de façon différenciée. Et Coach CoPro est là pour rassembler les choses. Merci Franck. Alors peut-être quand on parle marché et économie, voyons un petit peu de quoi, quels sont les enjeux. Donc là, je zoome sur le territoire que je connais le mieux, qui est celui de la région parisienne, et notamment la métropole du Grand Paris. Donc métropole du Grand Paris, c'est Paris et sa première couronne. De quoi on parle quand on veut faire de la rénovation énergétique et développer ce marché? On parle de 2 millions de logements en copropriété, répartis dans 100 000 immeubles copropriétés. Donc ça, c'est pour la taille de la cible, donc une grosse cible. Ce que disent les plans climat, c'est, tous les plans climat, quels qu'ils soient, c'est que d'ici 2050, si on veut faire une neutralité carbone, il va falloir tout rénover à un niveau au-delà du bâtiment basse consommation, donc une rénovation globale. Donc pas uniquement changer les chaudières, c'est bien changer les systèmes énergétiques, mais aussi toucher à l'enveloppe, que ce soit les façades, les toits, etc. Donc combien ça coûte ça à peu près? C'est très variable sur les immeubles, et on va faire une quote-part facile à calculer. On va compter 20 000 euros par logement. Donc 2 millions de logements à rénover fois 20 000 euros, ça nous fait un marché potentiel de 40 milliards d'euros d'ici à 2050. On a 30 ans pour y arriver. Ça veut dire qu'on doit accélérer pour arriver à peu près à un rythme d'1 milliard d'euros de marché par an de réalisation. Alors, pour se rendre un peu de compte de quoi on parle sur la métropole parisienne, vous pouvez imaginer que c'est à peu près les mêmes montants dont on parle quand on fait le Grand Paris Express. Alors après, la question, c'est quel emploi induit. Là, je ne suis pas économiste, donc je ne pourrais pas rentrer très précisément dans le détail. On peut penser par contre que l'emploi induit par toute cette rénovation du parc est sans doute aussi important que celui de grands travaux de TP, comme ça peut être le cas avec le Grand Paris Express. Donc voilà pour le sujet, donc un énorme marché à développer, qui est pour le moment encore un marché de niche. Et là, on peut enchaîner, Franck. Alors, qu'est-ce que c'est Coach CoPro? En fait, c'est deux choses. D'une part, c'est des outils web regroupés sur une plateforme web qui s'appelle coachcopro.com. Je vous encourage à y aller et puis après à zoomer sur les territoires qui vous intéressent.
ou sur Paris si vous y retrouvez pas. Donc des outils web à destination des copropriétaires pour les aider à avancer dans leur projet de rénovation, que ce soit des cahiers des charges, des annuaires de professionnels, des exemples de rénovation réussie, donc toute une série d'outils. Et puis va avec le service rendu par les agences locales de l'énergie notamment et plus globalement le réseau FER, donc un système de conseil et d'accompagnement gratuit aux copropriétaires pour les aider à avancer dans leur projet de rénovation. Donc c'est bien les deux, une partie web, une partie concrète et physique en contact avec les gens. On peut enchaîner. Hop. Et donc voilà, et l'idée c'est de faire avancer les projets pour arriver à la fois développer cette demande et avoir une offre qui soit au bon niveau en termes de qualité et de visibilité. On peut enchaîner. Et peut-être un mot juste, mais c'est très bien, reste là. Et donc pour dire que le conseil qu'on réalise, en fait, il comporte trois choses. C'est en fait un conseil de premier niveau sur qu'est-ce qu'il faut faire en matière de travaux chez vous. Est-ce que c'est les fenêtres ou le mur, ou les murs ou les deux? Donc conseil technique de premier niveau avant que le projet soit encore défini pour les copropriétaires. Ensuite, c'est un conseil financier. Combien ça va vous coûter à peu près? Quels sont les prix du marché? Quelles sont les subventions disponibles? Comment y accéder? Et puis enfin, on oriente vers les professionnels. Donc c'est bien là où on est dans le cœur du système Coach CoPro, c'est bien mettre en relation des demandeurs, enfin en fait faire émerger une demande de rénovation, puis la mettre en relation avec l'offre et avec les entreprises adéquates. Aujourd'hui, ce dispositif Coach CoPro, il est présent un peu partout en France. On retrouve, il est très adossé au réseau des agences locales de l'énergie, mais pas seulement. Donc il va être déployé aussi bien dans certaines grandes régions comme Grand Est ou Centre Val de Loire, que sur les principales métropoles françaises, puisque c'est là où se situe l'essentiel du parc de copropriété. Donc beaucoup sur la région parisienne, mais vous retrouvez aussi une action équivalente sur Bordeaux, Toulouse, Nice, etc. Donc 60% du parc aujourd'hui couvert. Et puis Pierre Véhéry en a fait mention tout à l'heure. Il y a Coach CoPro, il y a aussi d'autres actions que vous connaissez peut-être localement et qui sont faites très proches de ce qu'on peut faire avec Coach CoPro. J'en cite deux. Murmure à Grenoble, qui a une certaine antériorité et qui fait preuve vraiment, qui est très exemplaire, donc extrêmement intéressante, avec qui on collabore beaucoup sur l'échange de pratiques. Et puis EcoRénov à Lyon aussi, qui est une autre opération dont vous avez peut-être entendu parler et qui participe de la même logique. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en matière d'action et de développement de ce marché de la rénovation en copropriété? Peut-être un ou deux indicateurs. Aujourd'hui, Coach CoPro, c'est plus de 250 millions d'euros de prestations réalisées dans les copropriétés qu'on suit. Donc 250 millions d'euros de réalisés sur aujourd'hui un peu plus de 7000 copropriétés inscrites à Coach CoPro. Alors évidemment, toutes n'ont pas mené les travaux, puisque c'est ça notre job. Donc dans les 7500, on va avoir à peu près 10% qui aujourd'hui ont mené des travaux, et ça correspondra à peu près là aux millions d'euros de travaux que je vous signale. Et puis pour l'essentiel, on est encore en train de préparer le projet et les aider à avancer. Un projet en copropriété, ça se fait, simplement ça prend au moins 5 ans. Donc, enfin, en moyenne 5 ans, donc du coup ça prend du temps. Et c'est là où on est utile pour faire avancer les choses et préparer les marchés de demain pour les entreprises. Donc, bon, voilà, en deux chiffres, et j'en reste là sur les indicateurs, on pourrait revenir si vous avez des questions là-dessus. On peut enchaîner, Franck. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas le temps, malheureusement, de pouvoir rentrer dans le détail avec vous là maintenant, mais quelques idées des actions qui sont menées dans les ALEC sur le sujet de la rénovation des copropriétés. Donc, d'abord, tout ce qui est conseil au grand public et aux copropriétaires, ça, je vous en ai parlé. Va aussi l'équivalent pour les professionnels du bâtiment et tout particulièrement les syndics et gestionnaires de biens, donc les professionnels de l'immobilier qui sont les représentants des copropriétaires et qui ont besoin de s'acculturer à ces sujets-là. On a un travail de mise en visibilité des professionnels, donc ça notamment avec un annuaire des professionnels Coach CoPro. Donc là, c'est repérer qui sont les professionnels du bâtiment qui sont actifs sur le champ de la copropriété, donner les numéros de téléphone directs pour avoir le bon contact, bien comprendre et bien mettre en valeur les métiers qu'ils font et les distinguer. Selon le cas, il va falloir faire appel à un architecte ou un bureau d'études ou un façadier. Enfin, vous voyez, donc il y a besoin de distinguer tout ça et de mettre en visibilité cette offre. Et on adosse cet annuaire à une mise en valeur des références des professionnels, avec le point 3 qui est la carte des copropriétés rénovées. Donc, basiquement, vous allez sur Coach CoPro, vous avez une carte avec une série de copropriétés qui ont déjà mené une opération de rénovation exemplaire. On l'a documenté, l'ALEC l'a documenté. Et on présente qui sont les entreprises qui sont intervenues, ainsi que les montants de prestations représentées. Et on met les deux en relation. Donc comme ça, un copropriétaire qui est intéressé pour avancer peut aller vers l'annuaire pour trouver des professionnels, puis voir ses références et rentrer en contact avec lui, aussi bien que le pro qu'avec les copropriétaires qui ont déjà fait la rénovation.
Donc, vous voyez, l'idée, c'est là où on parle un peu de systémique, c'est bien de mettre en relation de façon très fine cette offre et cette demande pour aider les professionnels à faire leur marché d'après-demain. Voilà, pour ça, on n'a pas le temps d'entrer dans chaque détail, mais vous verrez dans la présentation, il y a d'autres choses là-dessus. On peut enchaîner, Franck. Et peut-être vous dire, pour terminer cette courte intervention, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quels sont les défis de demain en matière de développement de ce marché de la rénovation des copropriétés. Peut-être deux acquis d'abord. Dans les dernières années, ça a pris beaucoup de temps, mais on y est quasiment. On a une concordance des objectifs des différents échelons territoriaux sur les sujets de transition énergétique. C'est-à-dire qu'à chaque échelon, on se dote de plans climat ambitieux. Souvent, on se pose la question de comment on peut y arriver, mais au moins, on se met des objectifs au niveau du sujet dont on parle. Donc ça, c'est plutôt très positif. L'autre point et l'autre acquis qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, ça marche déjà. La rénovation énergétique globale, il y a quelques années, on en avait très peu d'exemples. Aujourd'hui, on en a des dizaines, des centaines. On n'est pas encore à l'échelle du marché que ça doit être demain, mais par contre, on a déjà largement essuyé les plâtres. Donc l'enjeu est plutôt maintenant de faire le saut d'échelle. Et là, on en revient justement aux trois défis que je voulais vous présenter. Donc le troisième, je commence par celui-ci, donc c'est faire le saut d'échelle. Il y a un marché de niche qui ne doit plus être une niche, qui doit devenir général. Donc là, il faut se doter des moyens et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on participe à ce temps sur la relance verte parce que c'est une belle opportunité, on le croit, de se mettre au niveau qu'il le faut. Le deuxième défi, et je reviens au premier point, c'est jouer collectif. En matière de développement économique et de rénovation, il est important que chaque acteur comprenne bien comment il se positionne dans la chaîne qui va aller jusqu'à la rénovation. Si un architecte fait le rôle d'une agence locale de l'énergie, on ne s'y retrouve pas, et vice-versa. Donc, nous, on croit beaucoup à jouer collectif et à savoir facilement se passer le témoin pour qu'un copropriétaire ou toute personne désireuse de mettre de l'argent dans son immeuble, dans sa rénovation, sache bien à quel moment il va s'adresser à qui et pour que tout se passe bien. Donc, jouer collectif, ça me semble essentiel. Et puis, le dernier point, c'est évidemment la mobilisation des financements. Je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler, vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc trois défis et puis on a listé une douzaine de chantiers qui nous semblent prioritaires à mettre en œuvre dans les ALEC et je terminerai là-dessus Franck, sans les lister, donc juste tu peux passer le slide. Voilà, donc 12 chantiers à court terme à mettre en place qui vont aussi bien sur comment on adresse la cible des copropriétés et comment on va être très spécifique sur les besoins de chaque copropriétaire pour y répondre au mieux. Qui va aussi autour de, et ça je pense que ça sera peut-être la seule idée clé, d'ailleurs je resterai là-dessus, autour aussi de la communication et mettre en avant la rénovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rénovation copropriété est vue comme quelque chose de souvent très rébarbatif par le public, alors que ça présente moult intérêts, tant économiques que de qualité de vie. Et donc on a absolument besoin collectivement de faire passer l'idée que la rénovation copropriété et la rénovation gérée globalement est quelque chose d'extrêmement positif pour mieux vivre dans notre société. Donc voilà, plusieurs chantiers en cours et puis avec plaisir pour creuser plus tard si vous le souhaitez. Merci et il y a juste mes coordonnées après si vous voulez. Et je vous rends la parole, Franck, à toi de jouer. Ok, merci Frédéric. Donc sans transition, je vais passer la parole à Virginie. Merci. Bonjour à tous encore une fois. Donc, je vais parler d'adaptation au changement climatique appliqué donc au monde de l'entreprise. Avant ça, en quelques mots, le Comité 21, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un réseau multi-acteurs dédié à la mise en œuvre du développement durable. Nous appuyons les acteurs publics et privés dans leur réflexion et dans la mise en œuvre de leur stratégie d'adaptation, mais de RSE et d'autres sujets liés au développement durable. Donc sur la slide suivante, donc je vous présente les grands documents, les grandes publications liées à l'adaptation au changement climatique, donc qui est un sujet phare du Comité 21 depuis 2017 avec une première publication qui a été coécrite avec le CNRS et qui a mobilisé donc un très grand nombre de chercheurs issus des sciences du climat, des sciences sociales, etc. Donc vraiment une approche pluridisciplinaire qui est donc pour nous également une des bases de l'adaptation au changement climatique.
Une deuxième publication en 2019 donc, qui a été co-rédigée avec l'association Climate Change. Ce document-là présente des portraits et des analyses de territoires et de secteurs qui ont mis en œuvre des processus d'adaptation. Donc, il y a une analyse voilà, de ces démarches-là donc à l'échelle mondiale avec des cas d'études issus des 5 continents. Une troisième publication majeure, donc cette fois assez récente, qui a été publiée en février 2020, dans laquelle nous proposons 12 propositions en fait, pour une transformation accélérée des territoires et des organisations. Donc, il y a 4 propositions qui sont vraiment destinées aux entreprises. Avant de passer à la slide suivante, le dernier point, c'est notre programme d'activité, programme d'atelier, pardon, dédié à nos adhérents, donc qui vise à outiller nos membres sur l'adaptation au changement climatique, donc qui a débuté en 2018 et qui se poursuit cette année et l'année prochaine. Donc, sur la slide suivante, voilà les 4 propositions, donc il y en a 12 au total, mais 4 qui sont vraiment tournées vers le monde de l'entreprise. Donc, on propose notamment de rendre obligatoire la cartographie des risques que peut subir l'entreprise suite aux conséquences des changements climatiques et donc de mettre en avant les moyens mis en œuvre pour adapter l'organisation, les processus, les infrastructures et autres actifs de l'entreprise. Une deuxième proposition qui est donc de développer systématiquement dans les rapports intégrés des entreprises la cible 1 de l'ODD 13, donc le 13e objectif de développement durable qui est lié au climat, et la cible numéro 1, donc qui est dédiée, elle, à l'adaptation au changement climatique. Une troisième proposition qui vise à développer une méthodologie permettant de mieux identifier, de mieux mesurer les coûts évités, les bénéfices obtenus grâce aux actions d'adaptation. Il y a une difficulté ici, c'est justement d'identifier ces bénéfices obtenus. C'est pas toujours facile de mesurer, de quantifier avec des chiffres ce qu'une action d'adaptation peut représenter. Mais une méthodologie à ce niveau-là pourrait permettre, selon nous, de massifier l'engagement des entreprises pour mettre en œuvre des stratégies d'adaptation. Et enfin, une dernière proposition donc, qui serait d'identifier les spécificités des stratégies d'adaptation par filières économiques croisées avec les enjeux des territoires. Ça, c'est un point important parce que quand on parle d'adaptation, le lien au territoire et vraiment au niveau local est extrêmement important. Donc, j'en viens à ça sur la slide suivante. Avant de parler d'exemples concrets à l'échelle d'entreprise et de filières, il m'a semblé important de faire un détour par quelques éléments de définition. Donc, je ne donnerai pas une phrase qui résume l'adaptation, mais je propose plutôt des mots-clés qui représentent ce que doit être, ou ce que doit composer, en tout cas, de quoi doit être composé un processus d'adaptation. Donc, c'est un projet territorial, donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait un très fort lien entre les entreprises et leur territoire. L'adaptation, pour être efficace et pertinente, doit vraiment prendre en compte les spécificités locales et s'appuyer sur les caractéristiques du territoire. Donc, il n'y a pas de... C'est très difficile de répliquer un projet. Il y a des facteurs clés de succès qu'on peut évidemment garder en mémoire, mais on ne peut pas répliquer des projets car ils sont évidemment ancrés dans la réalité des territoires. Une deuxième composante, donc qui est une composante, un aspect collectif. L'adaptation doit être vraiment basée sur une co-construction et une mobilisation assez globale des parties prenantes du territoire. C'est un des moyens, notamment pour accroître l'acceptabilité sociale des projets. Et donc, pour embarquer le plus de monde, c'est toujours plus facile quand un projet est connu et co-élaboré avec les parties prenantes. Un troisième point, donc, qui est que l'adaptation doit être un processus systémique. J'entends par là la transversalité, le besoin de décloisonnement des compétences, des connaissances à l'échelle du territoire. Donc, mettre en place une stratégie d'adaptation doit vraiment se faire avec une approche écosystémique. Donc, voilà, c'est pas activité par activité ou acteur par acteur, c'est vraiment une stratégie globale. Et enfin, une vision de long terme qui est très importante. Donc, l'adaptation, c'est aussi l'anticipation des conséquences des changements climatiques et du climat à venir. Et donc, cette vision prospective de long terme est très importante.
Donc, on peut passer à la slide suivante. L'adaptation au changement climatique en entreprise, rapidement, représente plusieurs enjeux. Tout d'abord, une réduction des vulnérabilités et l'identification et l'accès à de nouvelles opportunités en termes de marché ou de financement. Il y a une question également sur la viabilité de l'activité sur le long terme. On voit que des crises qui surviennent comme ça de manière assez brutale, comme on l'a vécu ces derniers temps, peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes. Et des crises climatiques qui pourraient survenir de cette même manière pourraient remettre en cause en fait la raison d'être de certaines activités. Et enfin, les entreprises ont un rôle extrêmement important car elles sont des acteurs de la vie économique et sociale des territoires. Donc, comment ces entreprises, comment le monde de l'entreprise en fait peut mettre en œuvre l'adaptation? Est-ce qu'il y a des cadres? Est-ce qu'il y a des outils? On voit qu'il y a clairement moins d'outils que pour le secteur public, notamment pour les collectivités. On peut en tout cas garder en mémoire le fait que depuis 2017, la déclaration de performance extra-financière demande aux entreprises en fait d'inclure dans cette DPEF les engagements pris en matière d'adaptation. Et la publication récente, donc fin 2019, de la norme ISO 14090 qui vise à outiller les organisations et en particulier les entreprises dans l'identification des risques et à accompagner ces organisations dans la mise en œuvre de leur plan d'adaptation. Donc sur la slide suivante, je passe à des exemples concrets. Donc à l'échelle d'une entreprise, j'ai choisi le cas de Vinci, donc qui est membre du comité 21 et donc qui est un cas assez représentatif et assez important de ce qui est possible de faire en termes d'adaptation, même s'il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Donc c'est une entreprise qui est gestionnaire d'ouvrages qui donc sur ces dernières années sont soumis à des aléas climatiques de plus en plus fréquents. On peut penser à des crues, des tempêtes, des inondations, etc. Ça soulève plusieurs enjeux, des enjeux de maintien du bon état des ouvrages, donc de maîtrise des coûts évidemment. Et enfin, un lien entre territoire et infrastructure, donc une interdépendance en fait entre ces deux composantes. Donc, en termes d'adaptation mise en œuvre, il y a une réflexion en interne qui a été menée pour intégrer l'adaptation dans le cœur de la stratégie du groupe. Et c'est passé également par la création d'un bureau d'études spécialisé, donc Résilience, qui traite des questions d'adaptation et de résilience des villes et des territoires au changement climatique. Donc voilà, donc une réorganisation en interne pour étudier ces sujets. Et un des éléments importants dans cette mise en œuvre, c'est la collaboration étroite avec les acteurs du territoire qui a été vraiment identifié comme un élément clé de succès des projets d'adaptation. Un deuxième exemple sur la slide suivante, je propose de vous présenter l'exemple de la filière de l'agriculture. C'est un secteur qui est confronté au changement climatique depuis les premières apparitions de ces changements et qui est extrêmement dépendant du climat, des évolutions du climat. Donc, c'est déjà une première vulnérabilité qui s'ajoute à des pressions anthropiques extrêmement fortes. L'agriculture est également un pilier social et économique pour de nombreuses populations et des territoires. Donc là, les enjeux sont vraiment ceux des trois piliers du développement durable. Donc, c'est très global et donc voilà, c'est des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Donc, pas mal d'adaptations mises en œuvre donc à différents niveaux. On peut noter donc les changements de sites, les changements de variété, une diversification dans les activités notamment, donc soit un changement d'activité ou bien une diversification, l'ouverture notamment à des activités de services, la réalisation d'aménagements ou l'acquisition de nouvelles technologies par exemple. Donc, il y a des travaux de recherche sur la création variétale, notamment, qui permettent d'obtenir des variétés plus résistantes au changement climatique, donc moins consommatrices d'intrants qui pourraient générer des émissions polluantes et plus résistantes au stress hydrique. Donc, des variétés voilà, plus adaptées. Donc, là, on voit vraiment la conséquence en amont et en aval de l'activité, donc d'où l'importance aussi de traiter l'adaptation à l'échelle de la filière.
Et sur la slide suivante, qui sera ma dernière slide, je présente ce graphique qui est issu du cahier du document bilan des actions d'adaptation co-rédigé avec Climate Change dont je parlais au tout début de mon intervention. Donc, qui montre un peu la répartition des adaptations dont je viens de parler. On voit que les changements de production, d'activité et la réalisation d'aménagement sont les trois grandes actions d'adaptation qui sont mises en œuvre dans le secteur de l'agriculture. Voilà, donc je m'en arrête là pour laisser du temps aux questions. Merci de votre attention. Merci Virginie. Donc merci pour toutes ces présentations. Donc maintenant nous allons répondre aux questions que vous avez posées dans le chat. Si vous voulez en poser encore quelques-unes, on arrivera peut-être à y répondre. Voilà, la première question c'est oui, le webinaire sera enregistré, donc vous pourrez y avoir accès, pas de problème. Ensuite, on a une question sur le fait est-ce que les ALEC favorisent les contrats de performance énergétique? Peut-être Frédéric, tu as peut-être donné un petit point là-dessus. Je vais prendre la main. J'ai noté là plein de petites questions courtes, donc voilà, je peux y répondre dans la foulée. Donc voilà. En effet, Pierre Guyard, est-ce qu'on fait la promotion des CPE? Donc les CPE sont pour nous une solution extrêmement intéressante pour faciliter la rénovation énergétique. Pour ce que je connais plus particulièrement, la copropriété aujourd'hui, c'est très peu développé. On a produit un document à ce titre, justement, qui s'appelle Garantie de performance énergétique en copropriété. Donc, n'hésitez pas à vous reporter à ce document qui fait un peu l'état sur la situation et sur les recommandations qu'on fait. Après, pour nous, ce n'est pas la solution miracle, c'est une solution parmi d'autres, sans doute aujourd'hui pas à l'échelle qu'elle pourrait être. Ensuite, il y avait une question de Sophie Vattard sur est-ce qu'on faisait la promotion des bornes de recharge électriques, véhicules électriques? Alors là, c'est une question extrêmement d'actualité à l'APC. On a une étude en cours à ce sujet-là et donc oui, on intègre ça comme sujet dans le parcours de rénovation et dans ce qui peut être mené. Donc on échange beaucoup en ce moment avec notamment Enedis et puis plusieurs acteurs de la filière pour faciliter les prises de décision sur les bornes de recharge. On n'a pas encore de document, mais ça arrive en septembre, donc je vous laisse vous abonner à l'APC et puis vous recevrez l'actu. Une autre question, c'était Frédéric Delforge sur est-ce qu'on fait de l'AMO, est-ce que dans les espaces Info-Énergie, on fait de l'AMO global, incluant tout ce qui était plan de financement? Alors là aussi, on vient de produire une note et un document là-dessus, donc sur l'AMO en copropriété. Donc je vous encouragerai à vous y reporter. Juste pour résumer, nous on est là pour faire du conseil détaillé, incluant les questions de financement. Mais on est aussi là pour orienter vers les AMO qui existent sur le marché. Donc en fait, on va avoir un premier niveau de traitement du sujet. Mais selon le cas, soit ça va répondre à l'ensemble des besoins du copropriétaire, soit si on est sur des cas plus complexes, des grands ensembles, des projets plus techniques, on saura orienter vers les AMO et notamment les ingénieurs financiers qui existent sur le marché. Donc voilà, on répond au premier niveau et assez rapidement, on s'est orienté vers les acteurs du sujet et les spécialistes du sujet. Après ça, il y avait une dernière... 4 minutes, donc il faut répondre rapidement. Voilà, je fais des réponses courtes et ça va aller très vite. Il y avait Monsieur Plouvier qui demandait si on faisait la promotion du biosourcé. Bien évidemment, on encourage tant que possible l'usage des biosourcés sur les projets de rénovation. Pareil, pas mal de documentation fournie là-dessus, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et puis la dernière question que j'avais enregistrée dans celle que je pouvais répondre, c'était Michael Guilleneuf sur le temps d'attente des entreprises et est-ce qu'il y avait des formations massives des entreprises qui étaient mises en place. Donc, pour ce que je maîtrise, à savoir sur Coach CoPro et sur la métropole du Grand Paris, on organise des formations, oui. Est-ce qu'elles sont massives? Non. Est-ce qu'on travaille avec les interprofessions? Je pense à l'Ordre des architectes, à l'UNSFA, CAPEB, etc. Oui, on travaille avec eux pour que ces acteurs qui sont les bons interlocuteurs massifient ces formations. Mais clairement, là aussi, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Voilà pour ceux que je pouvais répondre. Pierre, peut-être tu peux répondre en particulier sur quelle action majeure pour accélérer la rénovation des copropriétés? Oui, donc rapidement, l'action majeure sur un territoire, à la fois en tant qu'élu et président d'une ALEC, c'est le développement des plateformes de rénovation énergétique. On a parlé de Coach CoPro, l'exemple de Murmure à Grenoble, hein, qui a maintenant 10 ans d'expérience. Bien sûr, 5 années, c'est 10 000 logements rénovés, c'est 15 millions d'euros d'argent public investi, qui génère 90 millions d'euros de travaux
et qui donc ont généré pendant 5 ans 1800 emplois. Donc développer les plateformes, développer les ALEC, bien évidemment, qui peuvent vous accompagner, et c'est le meilleur moyen d'arriver. On aura d'autres propositions, j'aurai l'occasion d'y revenir, sur pourquoi pas financer pour les gens les plus modestes 100% de la rénovation énergétique d'un logement, avec notamment une forme de tiers investissement assez original. On n'a pas trop le temps de le développer. On va écrire une tribune qui sera publiée par Flamme bientôt sur le sujet. Enfin, une autre question sur laquelle je peux répondre, c'était la question, pourriez-vous préciser si les objectifs du PCAET sont contraignants pour les villes ou les territoires? Oui, ils le sont, car vous le savez, donc l'Europe impose donc des normes à tous ces pays, et donc la France aujourd'hui ne remplit pas tous ces objectifs. Alors il y a donc des pénalités à payer, à rembourser à l'Europe, et l'État a fait savoir aux collectivités territoriales, donc régions, métropoles, que bien évidemment les sommes qui seraient financées au niveau des régions seraient reportées sur les collectivités territoriales. Donc oui, il y aura des contraintes liées à l'atteinte des objectifs des PCAET. Ouais. Pierre, est-ce que tu peux dire un mot aussi sur comment les territoires peuvent mobiliser les ENR que tu as... Oui, alors comment les territoires peuvent mobiliser les ENR? À la fois en finançant notamment des structures SAS, SIC, c'est le cas de beaucoup de collectivités qui s'impliquent dans le financement de ces structures, qui sont soit coopératives, soit des structures publiques, privées, pour développer notamment du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, mais également en développant les réseaux de chaleur urbains, en développant la méthanisation. C'est le cas à Grenoble, c'est le cas dans beaucoup de villes de France, où on méthanise à la fois les eaux grises et à la fois les déchets sur la part fermentescible pour fabriquer du biométhane. Donc voilà des solutions opérationnelles, je dirais, pour développer les ENR. Ok, merci. Et puis donc une dernière question plus pour Virginie par rapport aux enjeux santé dans l'adaptation au changement climatique, très rapidement parce qu'on... Oui, alors très rapidement, je vois que le temps file. Il y a évidemment un enjeu de santé dans le domaine de l'agriculture, mais c'est pour moi un enjeu indirect. La santé fait vraiment l'objet d'un thème central de l'adaptation au changement climatique en termes de santé au travail et de santé, je veux dire, voilà, dans le monde du travail, etc., mais également dans le monde médical. Il y a vraiment un enjeu d'absorption de toutes ces conséquences sanitaires dans le monde médical, évidemment. Mais c'est un sujet qu'on peut détailler, que je pourrais détailler un peu plus. Là, je n'ai pas beaucoup de temps, donc très volontiers après. Ok. Bon, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci aux intervenants pour cette présentation. Merci à vous, tous les participants, pour votre présence et pour vos questions. Donc, vous pouvez retrouver, bien sûr, cette présentation. Et puis, n'hésitez pas à contacter les intervenants directement si vous avez des questions. Les coordonnées sont mentionnées dans la présentation. Et là, je vous remercie. Merci Virginie. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.